Explorer, partager, impliquer. Bienvenue dans Quel Impact, le podcast signé Kaizen Solutions. Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 3e épisode du podcast Quel Impact qui explore les enjeux d'avenir au sein des organisations et qui donne la parole à celles et ceux qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel mais encore trop souvent tabou, c'est le handicap en entreprise. Parce qu'en effet, on parle souvent d'égalité des chances, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment l'égalité pour toutes et tous quand le handicap entre en jeu ? Est-ce qu'on est vraiment tous égaux face à l'emploi quand on vit avec le handicap ? Aujourd'hui, on va parler de la visibilité du handicap, de la parole dans l'entreprise, des freins à l'emploi, mais aussi des leviers pour rendre une entreprise plus inclusive. Et on espère ressortir de cet échange avec des actions concrètes qu'on pourra mettre en place. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités au regard complémentaire qui vont se présenter chacun à leur tour. Donc je vais commencer. Pour ma part, c'est Alice. Je suis responsable qualité, santé, sécurité et environnement chez Kaizen et j'ai le plaisir d'animer les podcasts Quel Impact. Bonjour à tous, merci pour l'invitation sur ce podcast. Je suis Hugo Nguyen, donc je suis chef de projet infrastructure au sein du CEA Grenoble. Je suis sourd et malentendant de naissance. Je possède donc un handicap invisible. Bonjour à toutes et tous, moi je suis Zéléov Boer, je suis la DRH de Kaizen Solutions. Bonjour, Karine Bourdel. Donc je suis psychologue et chargée de maintien en emploi pour la cellule de la prévention de la désinsertion professionnelle au sein de PST 38, service de santé au travail. Merci à tous les 3 de vous être rendus disponibles cet après-midi. On va attaquer parce qu'on a plein de thématiques à aborder. Premièrement, moi j'ai une petite question. On distingue souvent le handicap visible et le handicap invisible. Mais en réalité, quelle est la différence et qu'est-ce que ça change dans le rapport au travail ? On voit souvent, lorsqu'on représente le handicap, des personnes en fauteuil roulant. C'est l'image effectivement qu'on véhicule et qu'on observe souvent, sans effectivement voir ceux qui ont également une difficulté qui n'est pas visible mais qui est notée comme handicap. Alors on parle de handicap sensoriel, de handicap psychique. Et c'est vrai que du coup, par rapport à une entreprise, cette différence-là, elle peut être traitée de différentes manières parce que justement, ça se voit pas sur le corps. Hugo, je me tourne vers toi. Comment tu as vécu la perception de ton handicap en entreprise ? Par moments, ça peut créer, on va dire, un malentendu, sans mauvais jeu de mots. En fait, effectivement, si moi je ne dis rien, en fait, on ne voit rien. C'est-à-dire que quand je fais des réunions de chantier ou quand je fais des réunions au bureau, je lis sur les lèvres, j'écoute, des fois je loupe des informations et en fait, je me fatigue beaucoup plus vite que d'autres personnes parce que ça me demande une concentration beaucoup plus importante en termes d'écoute, de lecture labiale, etc. La personne en face a peut-être tendance à croire que, en fait, finalement, elle s'en fiche de ce que je raconte. Et du coup, en fait, ça peut créer un malaise un peu entre moi et la personne en face. C'est important d'en parler pour que on puisse être sur la même longueur d'onde. Et qu'est-ce qui t'a aidé à en parler en entreprise ou qu'est-ce qui t'a freiné ? Ce qui m'a aidé aujourd'hui à en parler, c'est que, comme je disais tout à l'heure, si je dis rien, en fait, on ne voit pas parce que j'ai un handicap invisible. Et en fait, la personne en face pas forcément deviner les besoins que je vais avoir. Ce qui m'a encouragé d'en parler, c'est que au début, j'avais peur d'en parler parce que j'avais peur d'être catalogué comme étant une personne c'est compliqué à gérer, ça va prendre trop de temps, etc. C'est quelque chose que malheureusement j'ai vécu pendant ma scolarité et ça a été assez compliqué. Du coup, j'ai appréhendé beaucoup dans le monde professionnel. Aujourd'hui, voilà, j'ai de la chance d'être dans une entreprise qui possède une grosse mission handicap, donc qui valorise beaucoup les handicaps visibles et invisibles. En fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en parle et que en parlant, en fait, ça va ouvrir, ça ouvre des portes sur la compréhension, la sensibilisation, l'aménagement de poste on parle d'aménagement de poste, mais ça peut être aussi l'adaptation des personnes. C'est-à-dire que, la personne a conscience, elle est sensibilisée à cet handicap. C'est une aide qui coûte 0 €. Et du coup, il faut que la personne, soit peut-être plus sensible, plus attentionnée sur effectivement, comme dans mon cas, sur la surdité.
Ça peut être effectivement comme faire le moins de brouhaha, faire des temps de pause pour discuter, le placement des personnes, etc. Donc ça commence par ça. Et c'est vrai que voilà, si j'en parlais pas au début, je regrette. Aujourd'hui, j'en parle beaucoup. Je m'étais laissé pousser les cheveux longs parce que autre que la mode, parce que quand j'étais petit, je voulais cacher mes appareils parce qu'on me posait toujours des questions, qu'est-ce que t'as aux oreilles, qu'est-ce que t'as aux oreilles. Du coup, il fallait sans cesse justifier pour dire, bah, je suis souvent malentendant, etc. Et en fait, quand on est petit, à force, voilà, ça devient assez redondant, assez fatigant. Et voilà, aujourd'hui, je juge que le monde aujourd'hui est beaucoup plus sensible sur les handicaps. Et du coup, j'en parle, j'encourage les gens à en parler. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont un handicap invisible, et je les encourage à en parler. Rebondir un petit peu sur ce que tu disais, parce que la difficulté pour l'entreprise, c'est justement de méconnaître ces handicaps invisibles. On évoquait tout à l'heure la notion de 80% des handicaps sur un baromètre de la GFIP qui est sorti, qui était invisible. Et quand on n'a pas cette possibilité-là, ça nous permet pas justement d'accompagner un handicap qui est visible. On peut l'accompagner, on peut avoir des aménagements au poste, on peut trouver des aides financières pour des postes ergonomiques ou autres. Quand c'est invisible, si on nous le partage pas, alors après c'est bien sûr ça dépend de l'entreprise, on n'aura pas cet aménagement qui peut être fait. Alors que si on a connaissance finalement de ce handicap invisible, on peut mettre tout ça en pratique. En tout cas, on a la possibilité d'aménager en tout cas l'organisation du travail. Peut-être après d'avoir d'autres aides éventuellement pour d'autres aménagements aussi, pour ce type-là ou pour un autre type de handicap. Et puis aussi après d'avoir éventuellement des acteurs pour accompagner à un moment donné, peut-être pour former, pour sensibiliser. Enfin, il y a pas mal de choses en tout cas sur lesquelles on peut s'appuyer. On évoquait des acteurs qui sont externes à l'entreprise, mais on peut avoir aussi des acteurs qui sont, on va dire, internes, parce qu'on s'appuie sur des partenaires prévoyance, des partenaires santé. Je pense aussi, ce qui est important, c'est les sensibilisations. On dit à la non-discrimination pour les recruteurs. Et pour moi, dans la non-discrimination, je mets aussi le handicap. Et il y a quelque temps, on avait fait un atelier aussi sur les biais, les stéréotypes. C'est comment on travaille sur ces biais, sur ces stéréotypes, parce qu'on peut dire, bah non, mais moi j'ai pas de souci, la personne qui a un handicap, etc. Oui, mais quand je suis sur un forum de recrutement, si je suis en vigilance finalement sur les biais que je peux avoir de productivité, de complexité, avec les équipes, des jugements, etc., quand on sensibilise finalement avant l'entrée dans l'entreprise, c'est-à-dire que quand je vais recruter mes candidats, j'ai été sensibilisée, j'ai fait abstraction de mes biais, de mes stéréotypes, j'en suis conscient, donc j'essaye de faire en sorte de pas justement impacter au cas où mon recrutement. Je pense que ça peut aussi améliorer le fait que on arrive à recruter des personnes qui auraient un handicap invisible, qui se présenteraient pas sous avec une étiquette de handicap et justement comme quelqu'un, un candidat lambda, quoi. Il s'agit vraiment de mettre l'accent, il me semble, sur les sensibilisations en fait, des salariés en général, de l'entreprise, mais aussi bien sûr des services RH. Et en fait, on peut peut-être même parler de sensibilisation en continu en fait. C'est pas voilà ponctuellement je fais une sensi, c'est des choses qui doivent être répétées, parce que du coup, parce qu'il y a beaucoup aussi d'explications à donner autour du handicap. Dans ton parcours, Hugo, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce que ça a été plutôt d'en parler, de te faire comprendre sur le sujet, d'obtenir des aménagements, d'obtenir une reconnaissance? Moi, quand je suis rentré au sein du CEVA Grenoble, en fait, ils ont déjà eu l'information que j'étais une personne en situation de handicap, donc du coup, j'ai été très bien, comment dire, par rapport à d'autres entreprises avant, en fait, j'ai tout de suite été accueilli pas en tant que je suis une personne handicapée, il faut, voilà, on met ça. En fait, ils m'ont fait savoir qu'il y avait une cellule de mission handicap qui existait, qui avait la possibilité d'apporter des aides. Et, en fait, ils m'ont plutôt dit les droits que j'avais le droit au sein de l'entreprise. Et en fait, c'est un côté rassurant parce que du coup, en fait, l'inclusion se fait, en fait, dès l'entrée de poste au sein de l'entreprise. Et c'est vrai que auparavant j'avais effectué des alternances dans différentes entreprises, vraiment pas ressenti en fait cette chose-là, c'est-à-dire que j'ai dit effectivement que j'étais une personne avec un handicap, j'avais une reconnaissance des RQTH, mais j'ai pas eu de questions dès l'entrée de l'entreprise. Est-ce qu'il faut quelque chose, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse attention, etc. Non, pour ma part, il faudrait qu'elle se fasse dès entrée de poste, dès, on va dire, les premières semaines, mon arrivée au sein de l'entreprise, pour qu'on mette le salarié plus ou moins à l'aise.
Il y a un élément qui est important quand que ça soit même visible ou invisible, c'est qu'il y a la notion de confidentialité. Donc le collaborateur décide d'en parler ou d'en parler à sa direction ou à CRH ou autre, mais ça reste confidentiel. Et sinon, plutôt en interne, selon vous, comment les collègues, les managers, les personnes avec qui on est au quotidien peuvent adopter une posture adéquate? Parce qu'on parle souvent de la compassion, si elle est excessive, ça peut gêner, ça peut heurter. Si on est indifférent, pareil, ça peut vraiment créer des situations compliquées. Alors, est-ce que vous auriez un peu des petits tips, des petits conseils pour les collègues? Alors là encore, le rôle du médecin du travail est important. Quand effectivement un manager s'aperçoit que la personne est peut-être en difficulté, alors il y a des signaux en fait. Par exemple, elle va être absente de plus en plus ou des absences perlées, des choses comme ça. Le manager va s'interroger. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que c'est une démarche qui est collective. Si on détecte quelque chose, il faut vraiment oser aller en parler, se renseigner, se faire accompagner, parce que c'est normal qu'on n'ait pas forcément de notions sur le sujet si on n'a pas eu l'occasion d'accompagner quelqu'un dans cette situation. Alors en termes d'acteurs, justement, la médecine du travail, le médecin du travail a vraiment son rôle à jouer en expliquant dans les premiers instants bien au salarié ou à l'agent l'intérêt en fait pour lui d'expliquer. Alors on parle pas en termes de pathologie, du coup on va parler, le médecin va parler en termes de restrictions médicales. Qu'est-ce que la personne est en capacité de faire? Sur des éléments sur lesquels elle aurait peut-être des difficultés. Et en fait, c'est vraiment cet échange avec le médecin du travail dès la visite d'embauche, d'échanger et de montrer effectivement qu'il y a des possibilités. Et que il y a peut-être pas de restrictions sur le moment, mais peut-être qu'à un moment, ou à un autre, il y aura des difficultés. Et il y a des possibilités d'aménager des postes de travail. Il y a des possibilités de sensibiliser aussi les employeurs sur tout type de handicap. Et puis il y a des acteurs effectivement qui peuvent mettre en place des prestations justement sur du handicap spécifique. Avec du matériel spécifique, parce que du coup, vous avez des ergonomes qui sont vraiment spécialisés sur les handicaps, par exemple, auditifs ou autres. Et ces ergonomes vont avoir le bon matériel pour mettre à disposition des entreprises et bien sûr du salarié. Le but étant effectivement que la personne puisse travailler dans les meilleures conditions sans aggraver sa situation de santé. C'est vrai qu'on le voit en tant que service SSE, santé, sécurité, environnement, on s'appuie beaucoup sur les ergonomes notamment que l'on peut avoir accès via la médecine du travail. On l'a fait sur quelques aménagements de poste et c'est vraiment bien de se référer à des spécialistes sur le sujet parce qu'on n'a pas toutes les clés de lecture et on n'est pas spécialisé dans tous les domaines, donc c'est important de le souligner. Et donc vous avez l'occasion d'accompagner pas mal de personnes qui sont dans différentes entreprises. Selon vous, c'est quoi le degré de maturité des directions en général sur le sujet du handicap en entreprise? Après, ça dépend souvent de la taille des structures. Tout à l'heure, on parlait de mission handicap. C'est vrai que là il y a une réelle une prise en compte du handicap en général. Alors encore faut-il que ces missions handicap, il y ait un référent qui soit formé, et qui ait vraiment une vraie politique autour du handicap. Après, effectivement, sur les plus petites, le rôle des services de santé au travail, c'est effectivement de proposer ces sensibilisations, de discuter autour du handicap, de qu'est-ce qui est possible en termes d'aménagement. Alors, on parle souvent d'aménagement technique, organisationnel, mais on peut parler aussi d'aide humaine, ou des aides, effectivement. Bon là, on va pas lister le catalogue AGEFIP, mais il y a des aides vraiment très intéressantes, des aides financières, mais pas que. On fait appel aussi, à la MDPH concernant le handicap. Et du coup, non sur le volet professionnel, mais sur le volet personnel, parfois la prestation de compensation du handicap, c'est quelque chose qui va permettre aussi peut-être de compléter par exemple sur cet exemple-là d'appareillage auditif, qui va compléter financièrement en tous les cas une partie. Après, l'entreprise aussi participe, bien sûr. La GFIP fait un cofinancement, donc l'entreprise participe effectivement aux aménagements. Comment est-ce qu'on peut adapter le poste d'une personne dont le handicap survient au cours de la carrière? Parce qu'on parle de handicap déjà présent, mais parfois il se déclare au cours de la carrière.
Et donc comment en tant qu'entreprise on peut vraiment accompagner sur ce sujet-là et adapter à des fonctions que la personne a déjà dans l'entreprise. Il y a des signaux en fait. Par exemple, elle va être absente de plus en plus ou des absences perlées, des choses comme ça. Le manager va s'interroger, avoir une certaine vigilance par rapport à ces signaux-là. Du coup, il va potentiellement, ce serait bien que ce soit fait, à faire effectivement une orientation auprès de la médecine du travail. Nous, du côté de la cellule PDP, alors voilà, par rapport à la situation de santé, on pourra effectivement envisager avec le salarié de constituer une demande de RQTH ou une autre demande, parce que voilà, le handicap c'est pas que la RQTH, il y a la loi de 2005 effectivement qui reprend tous les statuts en référence à ce statut de personne en situation de handicap. Donc notre rôle, ça va être entre autres d'expliquer qu'est-ce que c'est que cette RQTH. Comment constituer la demande. Nous sommes en lien avec la Maison des droits et de l'autonomie pour justement discuter avec eux lors de commissions de situations peut-être singulières. Et là, effectivement, va peut-être se jouer la question de l'aménagement du poste. Alors, comme on disait tout à l'heure, au niveau technique, au niveau organisationnel, ou peut-être effectivement envisager un changement de poste. Et là, peut-être va se poser aussi la question de la formation. Est-ce qu'effectivement il y a besoin pour cet individu qu'on veut garder dans nos effectifs, qui serait en capacité de tenir un autre poste, comment on peut l'accompagner sur la formation pour le faire monter en compétences, le changer d'activité. Mais le conseil de pouvoir de dire au cas où, faites cette reconnaissance parce que derrière c'est des fois de la prévention, c'est-à-dire que à l'instant T, la situation de santé elle a un état donné et par contre elle peut être évolutive ou non. Et ça permet de prendre en compte aussi le fait que si la maladie, elle évolue, ou le handicap évolue, à un moment donné, on aura mis quelques fondations qui permettront d'activer des leviers, et des leviers surtout plus rapidement. Parce que souvent, la problématique qu'on a, en fait, c'est la réactivité pour mettre en place, finalement, des actions, que ça soit matérielles ou d'accompagnement. Ça se fait pas du jour au lendemain, et notamment quand on va chercher des aides financières. Le temps qu'on arrive à récupérer et à réunir tous les acteurs et les fonds, souvent on a un certain nombre de mois qui passent et on n'a pas l'adaptation au poste nécessaire, ce qui fait qu'on crée encore une difficulté si le handicap, si on est sur quelque chose de physique avec un aménagement, ne permet pas au cas où au collaborateur de reprendre son poste et on recrée encore une sorte de précarité qui fait que dans l'attente d'avoir ces accompagnements, ces aménagements-là, on est un peu dans un statu quo, on fait que rien ne bouge. Donc l'anticipation, la prévention, c'est hyper important aussi après pour l'accompagnement actuel, mais aussi futur. Mais pour terminer, si vous aviez vraiment un message à adresser aux employeurs, qu'est-ce que ça serait ? Peut-être la nécessité, on l'a dit, de former ces équipes au niveau du recrutement, au niveau RH, etc. De former, de sensibiliser, c'est vraiment pour moi deux choses différentes. Et de le faire en continu et puis aussi cette vigilance en fait pour être quand même dans je dirais pas dans l'anticipation mais ne pas effectivement qu'on arrive à un point de non-retour où effectivement la personne il y a plus de solution. Alors on est arrivé trop tard parce que du coup on a fait avec ce qu'on avait et vraiment du coup pouvoir par rapport aux managers être vigilant par rapport à leurs équipes, voir ce qui peut se passer, en échanger si ils s'en sentent pas capables sur le moment, il y a des interlocuteurs comme la médecine du travail qui est là, la cellule PDP qui est là pour effectivement échanger avec ses salariés s'ils le souhaitent bien entendu et donner une petite explication autour de ça et peut-être ensemble mettre des choses en place. Et si vous aviez un message à faire passer aux salariés qui hésitent à parler de handicap, de leur handicap? Je réitérerai ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça reste confidentiel. Donc on a tout à fait le droit de ne pas donner cette information même au manager ou autre. Après c'est vraiment propre à chaque collaborateur, il peut simplement avoir un besoin d'écoute, de conseil, d'accompagnement ou de savoir auprès de qui il peut se retourner. Et toujours pareil dans l'idée au cas où que derrière on peut activer certains leviers financiers ou autres, en tout cas des cellules qui peuvent être d'écoute, d'accompagnement, sur pas mal de choses. Et surtout ce côté en cas d'aggravation à un moment donné d'une problématique de santé,
tout ce qui est fait en amont permet d'aller beaucoup plus vite pour la suite au cas où dans un cas d'accompagnement supplémentaire. Moi, je dirais oser en parler, oser parler de votre handicap, car c'est pas une faiblesse, bien au contraire, c'est une force. En parler, justement, ouvrira plus de portes vers des solutions et qui changeront beaucoup votre quotidien. J'ose même pas faire une conclusion derrière. Non, mais plus sérieusement, merci pour ces échanges qui ont été, je trouve, riches et sincères. On retiendra la formation, la sensibilisation, l'anticipation, la confidentialité, mais surtout d'oser en parler. Alors j'espère que cet épisode aura permis de mieux comprendre les enjeux du handicap au travail, mais surtout d'ouvrir la voie à plus de dialogue et d'égalité. Je vous invite à tous poursuivre la réflexion, car l'inclusion, c'est un mouvement collectif dont on fait tous partie, en tant qu'employeur, qu'employé, que partenaire. Donc voilà, je conclurai simplement en disant que finalement, parler du handicap au travail, c'est parler d'une réalité humaine, pas seulement d'un statut administratif, et que l'égalité, c'est pas donner la même chose à tout le monde, c'est vraiment de donner à chacun ce dont il a besoin. Donc voilà, encore merci pour votre écoute, et à bientôt pour un prochain épisode.